Très bien. Alors, je vais passer à au deuxième PowerPoint pour rentrer dans le vif du sujet. Bon, je peux enlever la caméra, peut-être, Dominique, hein? Pas Oui, besoin. très bien. Comme ça, je peux rester assis. Mhm. Donc, un petit point sur la sécurité IBMI. Bon, ça y est, les présentations sont faites. Donc, je suis toujours prix Nobel. Là, ça n'a rien à changer. Bien. Alors, j'ai quelques phrases que je répète régulièrement. Et parmi ces phrases, il y en a une qui est importante. C'est un des paradoxes de l'IBMI. Il y en a plusieurs dans l'IBMI, des paradoxes, mais un paradoxe important. L'IBMI est l'un des systèmes les plus sûrs du marché. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Mais l'un des moins bien protégés. Ça, c'est la constatation que j'ai faite après plusieurs centaines de partitions auditées. On citera quelques chiffres tout à l'heure. Donc, ce paradoxe, il est quand même important, d'autant que, en général, sur l'IBMI, vous avez souvent 100% du chiffre d'affaires de la société qui passe. Donc, on est en train de se rendre compte qu'on a un système qui est la clé de la gestion des entreprises et que ce système est souvent très mal protégé. Mes statistiques personnelles, mes collègues ont probablement leurs propres statistiques, mais sur quelques centaines de partitions, ça commence à avoir de la valeur. 80% des IBMI audités ne sont pas protégés. C'est-à-dire que si on devait leur donner une note, ça serait proche de zéro. Il ne faut pas oublier qu'en termes de sécurité, la note, eh bien, c'est la note du composant le plus faible. Il suffit que vous ayez un composant où vous ayez un zéro pour que votre note globale de sécurité soit de zéro. Donc 80% des systèmes que j'audite ont un niveau de sécurité catastrophique. J'ai même envie de dire 100% des systèmes que j'audite ont un niveau catastrophique. Et avec un peu de peine, il y en a 10% qui finissent par s'en préoccuper et 10% qui sont correctement protégés. Bon, d'habitude, je disais c'est 10% c'est mes clients, mais c'était un peu prétentieux. Devant Guy, Nathanaël et bien d'autres, il ne faut pas que je fasse le fier. Alors, il y a des tas d'explications à ça. D'abord, les applications ont été développées à une époque où la sécurité n'était pas un souci. Pour tout un tas de raisons. Les écrans passifs étaient le seul moyen de rentrer dans l'IDLI. Donc, à partir du moment où vous rentrez dans un écran passif, c'est-à-dire dans un menu, qui était le menu initial, vous étiez encapsulé dans l'application. C'était donc l'application qui était chargée à 100% de la sécurité. Et ça marchait très bien. Et Jean-Paul Passé, hein, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, l'écran Twinax n'est plus le seul moyen de rentrer dans l'IBM. À l'époque, on n'avait pas une notion de base de données comme on a aujourd'hui. Même si dans les premiers AS400, on avait déjà notre base de données intégrée. Mais on la considérait souvent comme des fichiers un peu indépendants et pas comme un tout, comme on considère les bases de données aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'interconnexion de réseau, très peu. Et il faut se souvenir que c'était du SNA. Je rappelle ça aux anciens, les jeunes, ça les fait sourire. Et on n'avait surtout pas de réseau de TCP/IP. Et puis, il n'y avait pas de risque significatif. Parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les BMI autrement que par le Twinax. Et puis, parce que ce n'était pas l'époque de la cybersécurité. On y reviendra tout à l'heure. Puis, il n'y avait pas de RGPD pour nous embêter et nous forcer à mettre en place un peu de protection. Ça, donc, la première raison, c'est ça. Hein, les applications ont été développées il y a bien longtemps. La deuxième raison, c'est que c'est compliqué de gérer la sécurité. Enfin, là, je tiens le discours des développeurs. Hein. C'est compliqué de gérer la sécurité, surtout quand on ne sait pas comment fonctionne la sécurité. Donc, il y a beaucoup de développeurs qui ont fait l'impasse. J'ai mis, c'était le dernier souci des éditeurs de logiciels. Il y a là dans la salle, probablement, alors j'ai utilisé le passé, hein, pour faire croire que c'est leur préoccupation aujourd'hui. Je pourrais vous citer des tas d'exemples et il y a quelques clients autour de la table qui pourraient dire qu'effectivement, c'est encore le dernier souci de beaucoup d'éditeurs de logiciels. Bon, donc,
on va dire qu'on hérite d'un état de fait, mais si on regarde les principales préoccupations des clients IBMI, donc ça c'est un rapport de Fortran hein, qui est bien connu, donc c'est un rapport sérieux. Alors je ne sais plus combien ils ont interrogé de clients, mais ils ont demandé aux clients quelles étaient vos 5 principales préoccupations autour de l'IT, client IBMI. Hein. Ben 68% ont répondu cybersécurité. On va dire sécurité au sens large. Si en plus on rajoute la haute disponibilité, puis les PRA, etc., on voit que la sécurité est une vraie problématique, une vraie préoccupation des DSI. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, quelle est l'organisation de base de la sécurité dans l'IBMI? Alors tout ça, ça va vous paraître évident, mais c'est quand même bon de le rappeler. Première notion, les valeurs système. Comme vous le savez, les valeurs système conditionnent la globalité de la partition. Hein, la valeur que vous indiquez dans la valeur système impacte la globalité de la partition. On a donc dans ces valeurs système des sortes de gros interrupteurs, hein, des gros disjoncteurs comme on a pu voir avant. Hein. Vous mettez à 0, à 10, à 20, à 30, etc. Donc vous mettez à un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, en fonction de ce que vous souhaitez. Et ça va avoir un impact global sur toute la partition. Donc, on y jettera un petit œil tout à l'heure, hein, on regardera ces valeurs système pour voir à quoi elles servent et quelles sont les différentes valeurs possibles. On est connecté là. Tu ouvriras un écran vert? Non? Bon, bien. Donc, vous voyez déjà le problème de génération. Je lui demande d'ouvrir un écran vert. J'ai déjà des soucis. C'est l'écran. C'est vers où 52. C'est l'écran 52-50. Ah non, non, moi, c'est pas mon truc. Bon, ben, tu donnes à Laurent, il va nous faire. On a toujours besoin d'avoir un ancien à côté de soi. Ah bah non. Surtout avec les écrans verts. Tout travail, enfin, tout ce qui tourne dans l'IBMI, tout du moins dans les tâches hors microcode, mais tout ce qui tourne dans l'IBMI va s'exécuter sous un profil utilisateur. Le profil utilisateur, ça va être la base de la sécurité. C'est donc essentiel de bien configurer ces profils utilisateurs pour s'assurer que n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. C'est généralement là que le bas commence à blesser quand on fait des audits sécurité. Donc, le côté profil utilisateur nous permet de donner en fait les prérogatives de chacun. Ensuite, il y a pour chaque objet ou pour l'IFS des notions de droit qui vont dire dans chaque objet, ben moi, n'importe qui peut faire ça, n'importe qui peut supprimer des enregistrements, ou il n'y a que tel et tel profil qui ont le droit d'accéder à cet objet. Tous les autres sont interdits. Donc ça, c'est chaque objet de la base de données qui va contenir ses propres droits. Alors déjà, on fait un peu le compte. Sur vos partitions, il y a quelques centaines d'utilisateurs. 10 000, je crois qu'on n'était pas loin de 10 000. 6 000. Ouais. Dans votre base de données, il y a quelques dizaines de milliers d'objets, programmes, fichiers, etc. Hein, je ne me trompe pas. Donc, si on essaye de faire une référence croisée, on voit qu'on va arriver à quelque chose d'infernal. On va donc devoir rationaliser notre sécurité, soit par la notion de profil de groupe. Donc, on va rattacher des utilisateurs à un groupe. Et c'est le groupe qui va apporter des droits à l'utilisateur. Le fait qu'il appartienne au groupe de la paye lui permet d'accéder au logiciel de la paye, au groupe de la compta, il va pouvoir faire de la compta, etc. Et puis, pour protéger les objets, on a la notion de liste d'autorisation qui va nous permettre en une opération, une commande, de protéger les 10 000 fichiers qu'il y a dans une bibliothèque. Donc,
On verra notamment demain soir, quand je vous présenterai le cas client. C'est assez intéressant de travailler au niveau de la bibliothèque quand on peut. Vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir travailler dans le détail de l'objet et dans le détail du profil utilisateur. Comme on le disait tout à l'heure, des milliers d'utilisateurs, des dizaines de milliers d'objets. Donc il va falloir être raisonnable pour définir globalement la sécurité, et le niveau de la bibliothèque est un bon niveau. Et enfin, et on en parlera demain soir quand je vous présenterai les cas clients, on verra qu'il y a une mécanique qui s'appelle l'adoption de droit et la délégation de droit. Ces deux mécaniques marchent ensemble. L'idée est de dire, ce n'est pas l'utilisateur qui lance le programme qui porte les droits, c'est le programme qui porte les droits par l'intermédiaire de son propriétaire. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a aucun droit, par exemple sur la base de données. C'est-à-dire quand il sort de l'application, il ne peut rien faire, notamment pas un SQL sauvage qui lui permet de redescendre le fichier client, le fichier tarif ou je ne sais quoi. Mais c'est le programme, l'application, on va dire, dans le lancement de l'application. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand vous avez lancé l'application que vous allez être dans le cadre de cette délégation de droits et adoption de droits, et que vous aurez donc les droits, puisque c'est le programme qui porte les droits. Je vous expliquerai ça demain soir. C'était pour vous faire rester jusqu'à la fin. Et donc, il va falloir travailler avec cette organisation pour arriver à sécuriser notre base de données, nos applications, nos documents qui sont dans l'IFS. Alors, si on fait le tour des valeurs système et de la sécurité, tu as pu ouvrir un écran vert? Non? Bon, pas grave. Bien. Je ne vois pas pourquoi on aurait un écran vert alors qu'il y a un navigateur Fori qui est très bien. Tout d'abord, les valeurs système. Hein. On a vu qu'il y a des valeurs système, profil, les objets, etc. Donc, on commence par le haut, les principales valeurs système. Donc, pour ceux qui utilisent encore l'écran vert, je rappelle la commande worksysval étoile sec pour voir toutes les données de sécurité, par exemple, ou navigateur Fori pour ceux qui sont fanats des interfaces web. Et vous allez pouvoir configurer toutes ces valeurs système en relation avec la sécurité au travers de cette interface graphique. Alors, il y a aussi un moyen via SQL, mais je ne veux pas en parler parce que c'est le sujet que l'on va aborder, que je vais aborder lors de l'université IBMI du 7 novembre. Je regarde Philippe Bourgeois qui acquiesce. Donc, vous savez maintenant que le 7 novembre, il y aura une université IBMI chez IBM à Paris. Vous avez très certainement dû recevoir l'email de Philippe Bourgeois qui annonce tout ça. Sinon, bien sûr, on reste à votre disposition pour vous donner plus d'informations. Donc, un des sujets que je vais traiter, ça sera en gros SQL pour la sécurité. Pour l'administrateur de la sécurité, comment utiliser SQL. Et ce qui fait que je n'en parlerai pas pendant le reste de ces 2 jours. Ou à peine. Alors, la première valeur système qui est importante, c'est le fameux gros disjoncteur dont je vous parlais tout à l'heure. Il avait 5 positions. 10, 20, 30, 40, 50. Alors le 10, on oublie, de toute façon, on ne peut plus l'utiliser. Quand le profil n'existait pas, il était créé automatiquement. D'accord. Donc on se connectait avec le profil qu'on voulait et on se retrouvait avec un profil créé automatiquement et on était officier de sécurité. En gros, on était au l'origine. Alors, ça, je n'en ai pas vu depuis bien longtemps des machines en 10. Deuxième niveau, niveau 20. Alors, j'ai mis interdit. 2-3 fois, j'ai mis interdit. Ce n'est pas l'OS qui vous l'interdit, c'est moi. C'est pire.
Parce que l'OS, il ne va pas vous taper sur les doigts, moi, si. Virtuellement, bien sûr. Donc, le niveau 20, il faut que le profil soit prêt. Mais le fait qu'il soit créé, ça lui donne la prérogative holobégie, le droit holobégie dont on parlera tout à l'heure. En gros, il a accès à tous les objets. On ne peut pas l'empêcher d'accéder à un objet. Donc, on ne peut plus le mettre d'ailleurs aujourd'hui. Hein, vous voyez qu'il est en grisé. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une vieille machine et vous la montez, elle va rester en 20. Mais vous ne pourrez pas sur une nouvelle, installation de l'OS, vous ne pourrez pas le mettre en 20. Le niveau suivant, niveau 30, c'est faible, mais on va dire que c'est acceptable. Alors peut-être que mes collègues ils vont crier un peu, mais au moins il y a de la sécurité qui est en place. Donc c'est déjà pas mal. Le niveau recommandé, c'est 40. Aujourd'hui, vous devriez être tous en 40. Et puis, il y a un niveau 50, hein, je l'ai mis à réserver à des besoins spécifiques, notamment si vous devez répondre à des normes pour des contrats particuliers. Donc, à ce moment-là, vous pouvez passer en 50. Mais pour je vais dire, une exploitation normale, restez en 40 et c'est très bien. Alors, ce que je vous propose, surtout pour ceux qui sont à distance, c'est de lancer ce lien et de répondre au questionnaire. Donc, on va faire une étude globale. Alors, soyez rassurés, c'est anonyme. Donc, on ne vous demande pas vos noms et noms de société. Ça m'aurait intéressé d'ailleurs de savoir tous ceux qui n'ont pas un bon niveau de sécurité. Commercialement, ça serait très bon. Hein. Mais je n'ai pas osé. Il faut demander à Christophe. Il faut faire juste OK là-bas. Parce que. Juste OK. Accepter. Ah oui, mais. Accepter. Oh, mais c'est différent. Non, c'est quelqu'un de l'équipe, alors ça va. C'est quelqu'un de l'équipe. OK. Et donc, je vous demande, et vous pouvez le faire ici en local, normalement, dans la petite pochette qu'on vous a donnée, vous avez une connexion Wi-Fi. IBM ne recule devant aucun sacrifice. Non, iGetit ne recule devant aucun sacrifice. Donc, vous pouvez vous connecter en Wi-Fi et répondre si vous connaissez. Et sinon, de toute façon, vous pouvez accéder à votre partition. Et si on regarde bon, donc là, normalement, voilà, hein, vous avez 20, 30, 40, 50. Il m'est arrivé dans mes audits de trouver encore des machines en 20. Il n'y a pas si longtemps que ça. On en a encore. Hein. Bon, de l'ordre de quelques pourcents quand même, hein, c'est pas énorme. Guy, en ce moment. Guy, il y en a. Voilà, Nathanaël, tu en vois quelques-unes. Très peu, mais voilà, on arrive encore. Il y a faire des migrations. Des machines qui sont migrées. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Et, donc, et là, pour les passer à 40, c'est pas toujours facile. C'est un vrai projet pour passer une machine de 20 à 40, surtout si au passage, on voudrait sécuriser. Parce qu'il y a un moyen. On passe de 20 à 40 et on met tout le monde officier de sécurité. Et là, on n'a pas de problème de sécurité. J'en vois sourire. Vous ne pouvez pas savoir combien il y en a autour de la table qui, il n'y a pas si longtemps que ça, avait tout le monde officier de sécurité ou presque. Je ne dirai rien. Par contre, comment je fais là? Non, mais je ne veux pas répondre. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. D'accord? Bien. Non, mais c'est intéressant. Si vous répondez, demain soir, on fera une petite synthèse pour voir si mes statistiques sont réelles ou pas. Bon, alors, autour de la table, on a quand même des gens qui ont... voilà.
qui sont sensibilisés à la sécurité. Je pense à DRP Software. Vous passeriez toutes les partitions que vous hébergez, vous auriez peut-être quelques surprises. Oui, certainement. Il y a des chances. Bien que ça, c'est plus une surprise après ce que je vous ai dit. Alors, on ne va pas voir toutes les valeurs système qui ont rapport avec la sécurité, mais celles qui me paraissent importantes, fondamentales. Le QMaxSign indique le nombre de tentatives d'ouverture de session. Valeur recommandée 3. Je ne demanderai pas autour de la table qui a plus que 3, mais il y en a qui sont en train de glisser sur leur fauteuil pour passer sous la table. Bien. C'est important parce que si vous mettez une valeur élevée, vos utilisateurs ne vont pas être embêtés, ils peuvent oublier leur mot de passe, ils vont faire 10, 20, 30 tentatives de connexion. Mais une personne mal intentionnée pourra aussi faire 10, 20, 30 tentatives de connexion avant qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est quand même important. On est à la limite on va dire, du côté cyber. Hein. On parle surtout de sécurité, mais je dirais deux mots sur la cybersécurité. Mais là, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il y a une personne mal intentionnée qui veut rentrer dans votre machine en utilisant les réseaux, locaux ou étendus. Si vous avez plus de 3 tentatives de connexion possibles, avant que le profil l'unité soit désactivé, ça peut être dommageable pour vous. Donc moi, je vous encourage vivement à avoir un 3. Alors, je vais même aller plus loin après. Je vous encourage vivement à ne plus demander de mot de passe à vos utilisateurs. Et utiliser le SSO. Comme ça, il n'y a que le mot de passe de l'Active Directory qui est pris en compte. Et là, il y en a pas mal qui l'ont. Et ça marche bien. Merci. Je ne voulais citer personne, mais rien que là, on a déjà combien d'utilisateurs qui sont en SSO là, hein? Très bien. Et depuis 20 ans. 2003, non 2004 pour toi, hein? On va dire 15 ans. 15 ans, voilà. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Donc, première valeur système, un QMaxSign, c'est un nombre qui indique combien de fois on peut tenter de taper un mot de passe avant qu'il se passe quelque chose. La deuxième valeur système, QMaxSign Action, dit ce qui va se passer quand on a atteint ces 3, par exemple. Alors, on peut désactiver le profil, on peut désactiver l'unité. Par exemple, dans le cas d'un écran 5250, c'est l'écran lui-même. Alors, souvent, ça n'a pas de sens quand vous avez des QPADEV quelque chose. Eh bien, le QPADEV 0014, il va se mettre en fonction, et puis après, il y a le 15 qui va s'afficher à l'utilisateur. Il peut en retaper 3, etc. Donc, il faut bien réfléchir sur ce que l'on fait lorsqu'on a atteint le nombre maximal de tentatives d'ouverture de session. Alors, toujours dans le même sondage, vous pouvez répondre. Hein. Quel est le contenu du QMaxSign pour vous? Et qu'est-ce que vous faites au niveau de l'action? Il y en a qui l'ont fait ici, là, qui ont répondu? Non? Personne? Si? Non? Oui. Le questionnaire, tu l'as fait? Donc ça marche? Oui, ça marche. Ok, très bien. Donc, voilà, il y a ces questions à la suite. Vous ne fermez pas votre navigateur au fur et à mesure, hein, comme ça, vous allez répondre aux questions jusqu'au bout. Voilà. Une minute ou deux. C'est bon jusque-là, c'est clair? C'est les 2 premières valeurs système. Maintenant, jusque-là, ça doit aller. Je peux revenir sur les liens, il y a quelqu'un. Ah, oui, désolé, je n'ai pas noté le lien. Voilà. Alors, ce que je peux faire, je vais je dois avoir la possibilité. Donc là, c'est la présentation. De le mettre. La réunion est en cours. Non, mais on ne peut pas désactiver la caméra. Voilà. Donc, voilà. Donc,
J'ai mis la première ici. Donc, voilà pour ça, le point sur la sécurité. Alors, j'en ai une deuxième un peu plus loin. Je vais la mettre aussi. Et voilà pour la deuxième. OK. Donc, Patrice, est-ce que tu as pu te connecter sur le lien? Oui, c'est tout bon. Parfait, merci. Réponds pas. Alors, je vais revenir. Alors, ensuite, les mots de passe. Alors, sauter une diapo. Bon, c'est toutes les valeurs système qui commencent par Q, P, W, D. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisqu'on a une session qui est prévue là-dessus demain matin. Et donc, on vous montrera, donc avec la Miss ici présente, on vous montrera un peu les mots de passe qui sont utilisés sur Internet pour essayer de pénétrer des comptes. Donc, c'est assez instructif. Et j'espère que ça va changer votre comportement au niveau des mots de passe ou le comportement de vos utilisateurs. Donc, on a, oui, bon, on a dans Navigator Fori, il y a un certain nombre d'écrans. J'ai admis des personnes. Ah, super. Ah, bah, super. Voilà. Donc, je sers à tout. Non, c'est Dominique. Un certain nombre d'onglets qui vous permettent de définir les caractéristiques des mots de passe. Alors, on est loin des 10 caractères tels qu'on avait avant, insensibles à la casse, avec peu ou pas de caractères spéciaux, etc. On va aller jusqu'à 128, mais je vous expliquerai tout ça demain. 128, sensible à la casse avec des caractères spéciaux. Alors, ce qu'on peut faire dans le sondage, si vous pouvez répondre sur ces valeurs système, Q password LVL, on les expliquera demain matin, mais je les inclus dans le sondage, comme ça on aura un seul sondage récapitulatif. En gros, est-ce que vous êtes sur 10 caractères, sur 128 caractères, sensible à la casse ou pas? Et quelle est la durée de validité maximale du mot de passe? Est-ce que c'est inférieur à 30 jours, à 60 jours? Est-ce que c'est no max? Voilà. Donc ça, si vous pouvez nous mettre ce que vous avez sur vos partitions de production, ça nous permettra de faire une petite synthèse là-dessus. Alors, j'ai un dada, enfin j'en ai plein, mais il y en a un en particulier qui nous concerne en ce moment, c'est la traçabilité. On a tout ce qu'il faut dans l'IBMI pour comprendre ce qui s'est passé en cas d'un événement. Alors, ce n'est pas forcément comprendre une attaque via Internet, etc. Ça peut être aussi pourquoi tel enregistrement dans telle base de données, il a telle valeur, par exemple le montant de la paye. Qui sait qu'il a modifié? Donc ça, ce n'est pas une attaque sur Internet. C'est peut-être un employé qui a fait une erreur. Bon, comme par hasard, c'est sur son compte, etc. Mais bon, ça, voilà. Ça, je le vois, alors je ne dirais pas régulièrement, mais presque à chaque fois quand je fais un audit de sécurité maintenant,
Je pose la question, est-ce qu'il y a eu des malversations chez vous? Ah, oh, le comptable n'est plus là, il s'est fait mettre à la porte, il a fait je ne sais pas quoi. Et je l'ai assez régulièrement. Comment vous allez prouver qu'il y a eu une malversation de cette personne? Alors bien sûr, s'il a mis son compte en banque et s'il y a des tas de virements qui sont tombés dessus, on peut comprendre. Parfois, c'est plus délicat. On a tout ce qu'il faut dans l'IBMI pour avoir de la traçabilité, c'est-à-dire garder une trace des événements qui se sont produits, même si ce n'est pas des événements qui ont entaché la sécurité de la machine. Hein, ça peut être des événements au sens métier. Mais on peut comprendre que le montant des salaires, par exemple, si vous avez la paye dans l'IBMI, on peut bien comprendre que le montant des salaires, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Le RIB, c'est quelque chose qui est assez important. Le bénéficiaire d'une assurance vie, c'est quand même quelque chose qui est important. Oui, ça c'est un truc que j'avais vu une fois. Le bénéficiaire des assurances vie avait changé, comme par hasard, pour un compte qui appartenait à quelqu'un de l'entreprise. Donc ça, ce sont des événements métiers qu'il est important de tracer. Donc il y a notamment deux valeurs système, mais pas que, hein. Il n'y a pas que ça, qui sont QAUD-CTL qui contrôlent l'audit, qui disent en gros, il y a de l'audit ou il n'y a pas de l'audit, et puis une valeur système QAUD-LVL et éventuellement une QAUD-LVL2 qui va indiquer tous les types d'événements que vous voulez tracer. Donc il y a pas mal de choses, notamment autour de la sécurité. Donc je vous encourage vivement à mettre ça en place, bien sûr, et à avoir une stratégie de gestion de ces événements. Parce que ces événements de sécurité vont être tracés, là en l'occurrence dans un récepteur de journal, hein, dans le récepteur du journal d'audit. Mais si vous ne le sauvegardez pas, si vous le supprimez à la fin de la journée, vous avez une fenêtre d'utilisation qui est très courte. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir conserver la trace de ces événements. Alors, on a vu qu'il y avait donc une partie valeur système que l'on vient de terminer. Enfin, rapidement, hein, je répète une nouvelle fois, on a vu que les quelques valeurs système essentielles à la sécurité, il y en a bien d'autres. On va maintenant parler des profils utilisateurs. Donc, je l'ai dit, hein, tout travail s'exécute sous un profil utilisateur, et donc ce profil est la base de la sécurité. La configuration de ces profils est essentielle, vous avez bien compris. Et donc, moi, je préconise de faire régulièrement une revue de sécurité. Qu'est-ce que c'est qu'une revue de sécurité? Vous vous posez une après-midi, une par mois, une tous les 3 mois, une tous les 6 mois, tout va dépendre de votre exploitation, hein. Et pendant une après-midi, vous vous posez et vous regardez si vos profils utilisateurs sont conformes aux normes que vous vous êtes fixées. Donc, il y a plusieurs points à voir, on va en parler après. Mais quels sont les utilisateurs qui ont des droits particuliers, ce qu'on appelle des droits spéciaux, donc des prérogatives particulières? Est-ce que c'est normal? Quels sont les utilisateurs qui ont un mot de passe un peu bizarre? On en parlera, notamment le mot de passe identique au profil. Quels sont les utilisateurs qui ont beaucoup d'espace disque et qui consomment beaucoup d'espace disque? Est-ce que c'est normal ou pas? J'en ai vu qui stockaient des vidéos dans l'IBMI. C'est pas fait pour. Alors, on peut stocker des vidéos dans l'IFS. En plus, c'était des vidéos peut-être à la limite de ce qui est toléré. Donc, ces revues de profil nous permettent de voir, de suivre ce type d'événement. Et en les faisant régulièrement, on se fixe des objectifs pour la prochaine fois. Par exemple, là, aujourd'hui, on a 20 profils, on va dire, officiers de sécurité.
Ben, j'en veux que 10 ou 15 la prochaine fois, quoi. C'est pas normal qu'il y en ait 20. J'en veux que 10 ou 15 la prochaine fois, et ça nous permet de suivre l'avancement de notre progression dans le niveau de sécurité. Dans les choses à voir aussi, c'est tiens, cette personne n'est plus dans l'entreprise depuis 6 mois. Ça, c'est pas normal. Alors, quand on crée un profil utilisateur, donc on définit tout un tas de paramètres, il y en a une cinquantaine, je crois, de mémoire, même peut-être un peu plus. Pour moi, ce qui est important, ce sont les droits spéciaux. Hein, c'est le paramètre Special Authority du profil utilisateur. Donc, il y en a un que je combats férocement, c'est le All OBJ. C'est très embêtant, le All OBJ. Parce que, on va le voir après, on ne sait pas comment interdire l'accès à un objet à quelqu'un qui est All OBJ. Et quand je dis l'accès à un objet, c'est l'accès en écriture, modification, suppression. Il peut faire ce qu'il veut avec tous les objets de votre IBMI. Est-ce qu'un utilisateur métier doit avoir All OBJ? C'était une question. Alors, il y en a qui n'osent pas répondre non parce qu'ils savent que sur leur machine, il y en a des utilisateurs métiers qui sont All OBJ. Non, il ne devrait pas y avoir d'utilisateurs métiers qui sont All OBJ. Ou alors, si c'est nécessaire au fonctionnement de votre application, c'est que le niveau de sécurité de votre application est catastrophique. Il est temps de le revoir et de l'organiser comme il faut. Bon, les autres sont aussi importantes. Il y en a une aussi auquel je tiens quand on a des spools importants. Les fiches de paye, pour ceux qui ont la paye dans l'IBMI. Spool control, c'est l'équivalent du All OBJ pour les spools. Alors, on peut, par des artifices, arriver à protéger les spools de ces utilisateurs, mais normalement, quelqu'un qui est spool control, c'est l'équivalent de All OBJ pour la base de données. Donc, attention, quand on donne spool control à quelqu'un, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il ait accès à tous les spools, à toutes les impressions de votre IBM. Donc, pour moi, l'OBJ, il ne devrait y avoir que les profils Q quelque chose, le QCOFR, par exemple. QPGMR, est-ce qu'il est au l'OBJ? Non. Non. Hein, normalement, il n'est pas au l'OBJ, QPGMR. Hein, d'accord? Non, non, je dis ça au cas où il y ait quelques oreilles qui nous entendent et qu'il y ait des profils QPGMR qui soient au l'OBJ. Il peut y avoir quelques profils de l'IT. Bah oui, il faut bien quand même qu'il y ait quelques administrateurs de la machine qui aient accès à tous les objets. Donc ça, je veux bien que les gens de l'IT, quelques-uns, pas tous, mais que quelques personnes de l'IT, ils soient obligés. Les développeurs sur la machine de prod. Alors déjà, développeurs sur la machine de prod, si j'avais encore quelques cheveux, vous verriez qu'ils se hérissent. Donc, c'est presque une hérésie, développeurs sur une machine de prod. Mais il faut bien que de temps en temps, ils aillent y mettre les doigts. Et à ce moment-là, on va écouter Guy et très certainement, il va trouver des choses intéressantes. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas des droits permanents sur la prod. On peut leur donner une petite élévation de droit à un moment donné. C'est ce dont il va nous parler cet après-midi ou demain. Tout à l'heure, ouais. Tout à l'heure, ouais. Bon, on est entre nous, il n'y a pas de développeurs, donc on peut se le dire. Hein, mais les développeurs, ils n'aiment pas bien ne pas être l'obligé, parce qu'ils aiment bien pouvoir accéder à toute la machine. Mais une machine de prod, pour moi, ce n'est pas une machine pour les développeurs. Sauf quand c'est moi qui suis développeur, mais faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, ça c'est entre nous. Quelques comptes de service très spécifiques. Qu'est-ce que j'entends par très spécifique? Pas le compte de service FTP qui vient chercher des fichiers à partir d'une machine Windows. Lui ne doit pas être obligé. Il faut lui donner des droits sur les fichiers auxquels il a accès,
mais pas HoloBJ. C'est une catastrophe HoloBJ sur un compte de service FTP. FTP ou autre, ou DBC, JDBC. Pourquoi? Parce qu'en général, ce compte, il est sur une machine distante, qu'on ne maîtrise pas. Et ce compte, il a juste à côté le mot de passe en clair dans le fichier de configuration. Donc, on se trouve avec quelque chose qui, pour moi, est très explosif, quelque chose qui est hors de l'IDMI, qu'on ne maîtrise pas, qui contient un compte et le mot de passe pour un profil qui est HoloBJ, c'est-à-dire qui a les droits sur tous les objets. Vous êtes d'accord avec moi, c'est pas bon. Donc, il faut arriver, ça, c'est pas facile, mais arriver à comprendre tous les accès à votre IDMI au travers de comptes de service. Il faut les maîtriser, c'est-à-dire savoir d'où on peut se connecter. Parce que si vous ne savez pas d'où on peut se connecter, vous ne pouvez pas changer le mot de passe dans l'IDMI. Et en cas de compromission, vous êtes mort. Puisque vous ne pouvez pas changer le compte, vous ne pouvez pas changer le mot de passe du compte qui est compromis. Donc il faut absolument avoir la maîtrise de tous les comptes de service qui accèdent à l'IDMI. Et vous avez compris qu'en plus, puisque le mot de passe est en clair, très souvent, dans 90% des cas, pour ne pas dire 95%, le compte et le mot de passe, ils sont en clair. Des fois, dans un fichier .ini, un fichier de configuration, .ini, auquel on a accès très facilement, ça c'est vraiment un problème. Donc attention aux comptes de service. Alors, des comptes de service très spécifiques, je pense à des produits comme QuickDD ou autres qui font de la réplication. Eux, il faut bien qu'ils soient administrateurs complets de la machine, parce qu'il faut qu'ils créent des profils, il faut qu'ils aient accès à tous les objets, il faut qu'ils puissent modifier les valeurs système, etc. Donc eux, on comprend qu'ils soient notamment HoloBJ, hein, et même avoir encore quelques autres prérogatives. Mais hormis de ces quelques comptes, pas d'HoloBJ. Ça, c'est un travail important. Et c'est tout. Quand je dis le « et c'est tout », même le responsable de la compta, qui est HoloBJ, il n'a pas à être HoloBJ, qui vienne nous expliquer pourquoi. À part pour son ego personnel. Alors, c'est pas pour ça que vous allez pouvoir l'enlever facilement. Ça, c'est une autre histoire. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un audit sur une machine, c'était parfait. Tous les profils étaient parfaits. Ou presque. Puis, alors je vais jeter un œil au groupe. Tiens, groupe. Peut-être 6, 7, 800 personnes dans ce groupe. Et je regarde le groupe idéologie. Ah ben tiens, la totalité des utilisateurs de la machine, ils sont HoloBJ. Ça, c'est la faute de l'éditeur de logiciel qui utilisait un profil de groupe et qui avait mis ce profil de groupe HoloBJ. Donc tout le monde se trouvait HoloBJ. Donc il faut faire attention à ce double effet qui se coule là. Il faut bien aller fouiller au fond des profils de groupe pour voir si ces profils de groupe eux-mêmes ne sont pas HoloBJ. Vous avez bien compris que les profils de groupe transfèrent toutes leurs prérogatives aux membres du groupe. Donc si le profil de groupe il est HoloBJ, tous les utilisateurs sont HoloBJ. Alors un sondage, toujours toujours dans le même sondage. Combien avez-vous de profils HoloBJ? Alors ça, vous pouvez le voir avec Navigator Fori. J'aurais pu vous mettre le SQL, mais comme j'ai dit qu'il faudrait que vous veniez le 7 novembre à Paris, faire un peu de teaching, hein, Philippe, c'est ça. Voilà. Et sinon, pour les groupes, c'est pareil, avec Navigator Fori. Vous avez facilement la liste de tous les groupes HoloBJ. Je vous le montrerai demain. Mais je voudrais bien que vous répondiez aujourd'hui au sondage, si vous pouvez. Alors, ça vous fait sourire d'avoir des groupes avec plus de 100 membres HoloBJ, mais je crois que j'en ai vu au moins 2 depuis le début de l'année. Avec plusieurs centaines de... Voilà. Mes collègues qui font aussi des audits, opinent du chef. Voilà. Hein. Bien. Tant que vous avez des profils HoloBJ, vous ne pourrez pas bâtir une sécurité sérieuse.
Excusez-moi, j'ai un doute subit sur la version du document que je suis en train de vous montrer. Oui, oui, celle-ci, c'est bon. C'est bon. Bien. Alors, les utilisateurs métiers. Moi, je distingue 3 familles d'utilisateurs. On en reparlera demain après-midi. Mais je vois, moi, 3 familles d'utilisateurs. En gros, ceux qui font du métier, ceux qui font de l'IT et les comptes de service. C'est à la hache, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Si mes collègues orateurs ont des remarques à faire, ils sont bienvenus. Mais c'est 3 problématiques différentes. Les utilisateurs métiers, ils doivent avoir un programme initial, c'est-à-dire dans la configuration du profil, il faut que tout de suite il soit encapsulé dans le programme métier. Et c'est ce programme métier qui va gérer la sécurité à l'intérieur du programme. Principe de base, on fait confiance à la sécurité de ce programme. Si on ne peut pas faire confiance à la sécurité du programme métier, il faut oublier la sécurité globale. Ensuite, une fois que ce programme se termine, normalement, on tombe sur le menu initial. C'est dans cet ordre. On a un programme initial. Le programme initial est lancé en premier, la compta, la paye, gestion des stocks. Et quand on sort de ce programme initial, on tombe sur le menu initial. En menu initial, on doit avoir sign-off. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la chasse à la ligne de commande. Les utilisateurs métiers ne doivent pas avoir accès à la ligne de commande. Point. Alors, moi j'aime bien en plus mettre les possibilités restreintes. Bon, s'ils n'ont pas accès à la ligne de commande, les possibilités restreintes, n'étant que pour la ligne de commande, c'est pas efficace. Mais on ne sait jamais. Si jamais il y a une ligne de commande qui traîne au fin fond d'un logiciel, ça arrive des fois. Alors, le Workspool File, alors, on peut y accéder des fois par la touche APTN, il y a des petites subtilités comme ça. Mais normalement, l'utilisateur, il n'a pas à taper Workspool File. On lui dit pour aller chercher ses impressions et les libérer sur l'imprimante. C'est le développeur qui dit ça, on est d'accord. Mais vous pouvez très bien faire une option de menu, vous pouvez très bien, ou à la commande, mettre que, on n'a pas la ligne de commande complète, mais on a une commande en short, là, sur 4 caractères, je crois. Il y a des tas de possibilités. Je ne les défends pas. Donc tu ne peux pas le défendre. C'est ce que je suis en train de dire. Il y arrive par les éditeurs. C'est les éditeurs. Donc, non, mais ça peut être intéressant, non? Sauf si c'est l'inverse de ce que je dis, mais tu es bienvenu si tu veux. Non, mais. Non, je disais juste qu'il y a toujours une petite confusion entre l'affichage de la ligne de commande et le limit capability, c'est pas la même chose. Et ça, c'est souvent pas bien compris, notamment avec le paramètre allow limit user qui est dans la commande aussi. Il y a une combinaison de plusieurs choses en fait dans toute cette histoire. Donc c'est pas parce qu'on a le workspool file avec la ligne de commande qu'on peut taper dessus. Oui, si on a limit capability IS, c'est pas ça le sujet. Voilà. Donc souvent, voilà. Alors, on peut après, sur une commande spécifique, dire cette commande peut être tapée dans le cadre du limit capability yes. Alors que normalement, c'est non par défaut. Donc là, il y a des possibilités de ce type. Attention au limit capability yes, ça ne prend en compte que la ligne de commande de l'écran vert. Ça ne vous empêche pas de faire un remote command de PC, enfin d'ACS, en FTP. En ODBC avec une procédure stockée. Ouais, non, le limit capability AES, il empêche. Ouais, FTP, ça marche pas, RegZec, ça marche pas. Donc, il y a vraiment la CACS, Remote Command DDM. Les procédures stockées, qui nous permettent de taper des commandes. Voilà, donc il y a quand même des tas de possibilités de lancer des commandes dans l'IBMI, même si on a un limit capability AES.
Alors, les utilisateurs métiers ne devraient pas avoir de droits spéciaux. Il y en a deux sur lesquels je suis prêt à transiger. C'est le spool control et le job control, parce qu'il y a des applications qui le nécessitent. Par exemple, si vous voulez soumettre un batch au nom de notre utilisateur, je crois qu'il faut être job control. S'il y a plein d'utilisateurs qui doivent gérer, par exemple, un pool de... Team leader. Le team leader, c'est plusieurs personnes qui doivent. Voilà, ou un pool d'assistantes commerciales qui toutes doivent pouvoir intervenir sur les spools de tout le monde. On peut penser au spool control, même s'il y a peut-être d'autres moyens. Mais c'est les deux seuls droits spéciaux dont je veux bien entendre parler, sauf bien sûr un cas exceptionnel. Voilà. Et bien sûr, attention aux droits spéciaux fournis par les groupes. Hein, on les oublie souvent. Et quand on donne job control, on ne peut pas en fin de compte regarder, analyser un job d'une autre personne. Si tu n'es pas job control, non. Ouais. Et si tu veux en fin de compte aller plus dans le détail, etc., je crois qu'il faut le bouger par défaut. Oui, mais parce que toi, tu voudrais que tes utilisateurs métiers, Non. ils aillent analyser. Profil informatique. Ah non, mais ça, c'est l'IT. Ouais. J'ai dit 3 catégories. Métier, IT, compte de service. Je peux enlever les IT, moi. Tu veux enlever les Je IT? crois qu'il y a un paramètre. Il y a un truc, c'est un function usage. Ouais. Il y a une function usage qu'on peut limiter. Ouais. Ça, oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut, avec les fonctions usage, même interdire des choses à QCTO-FR. Il y a quelqu'un qui attend. C'était ça le gros bruit qu'on a entendu? Les super users. Bien. Les super users. C'est ça. Donc, Pas IT. Pardonnez-moi. On peut poser une question? D'accord. oui, bien sûr. Et les super users qui ne sont pas IT. Sur Qui laquelle- sont pas. de l'informatique, avec laquelle tu délègues un certain nombre de choses pour libérer les spools ou aider les autres dans des endroits. Quand tu as dit job control, ça peut être aussi pas que l'IT. Donc là, on est. Non, mais c'était les utilisateurs métiers. J'en étais un. Je contrôle les spools control. Derrière un utilisateur métier. En gros, vu que de plus en plus, on ne peut pas avoir des équipes IBMI expertes en attente, on commence tous à avoir des cheveux blancs. Moi, je suis 63 ans, donc je le sais. Donc, on délègue ça à un certain nombre de métiers sur lesquels on leur donne des droits. Ça, si tu ne le vois pas, on reste sur 3. Je ne suis pas en train de remettre en cause tes choix, mais il m'est arrivé d'avoir des personnes qui connaissent bien le IBMI à force de l'utiliser et avec lesquelles on les donne un peu plus de droits. À ce moment-là, tu peux les considérer comme les gens de l'IT. C'est Moi, ça. je dis, ces 3 grandes familles, c'est pour pouvoir expliquer des principes. Après, tu as tous les ponts que tu veux entre les deux et tu peux assurer la complexité que tu veux. Mais il faut qu'on ait en sécurité des idées simples si on veut pouvoir les appliquer. Si on commence à dire, ouais, il y a 3 catégories, mais non, alors il y en a. Et là, tu ne peux plus t'en sortir. Il faut des principes simples. Administrer après. C'est surtout. Voilà, ouais. Parce que 1000 personnes, c'est. Mais c'est bien comment Voilà. on manœuvre. Voilà. C'est la force Bien. des patrons. Alors, La disponibilité. pour simplifier la sécurité, par exemple, tu les mets dans un profil de groupe particulier. Et c'est le groupe qui va porter des droits spécifiques. Je ne veux pas insister, Dominique, mais tu vois, par exemple, les PL bloqués la nuit et tu n'as pas d'astreinte parce que là, tu as besoin de quelqu'un qui libère ça. Et c'est donc, tu ne peux pas le donner toute la partie IT parce que sinon, il peut faire des bêtises, mais tu as besoin d'intermédiaires. Je ne suis pas en train de chercher un truc au milieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans l'analyse brute, oui, je suis d'accord, mais quand on va un peu plus dans l'état, dans les grands groupes, et tu as un transporteur qui a tous les BL bloqués, là, c'est peut-être réfléchir dans l'audit de sécurité à des groupes intermédiaires avec des contrôles aux traçabilité pour qu'ils puissent. On ouvre la porte, mais on le trace. On ouvre le frigo, mais s'il prend le chocolat, je tape le droit. Voilà. Ça s'appelle des verrues. Ouais. Et moi, j'aime bien quand on fait des verrues qu'on trace. Donc ça, c'est important pour qu'on soit capable de comprendre ce qui s'est passé. Il ne devrait pas faire ça, mais bon, ok, on lui donne ses droits. Notamment ce que va nous expliquer Guy tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est bien l'exemple. Voilà. Bien. Voilà pour les profils de groupe. Bon, je n'en dis pas plus. Voilà. Alors, on va demander donc à la Miss, qui est ma collaboratrice donc qui s'occupe de la partie recherche et développement en sécurité IBMI, qui va
nous montrer. Alors attends, la miss, comment je le fais pour te donner la main? Ah non, c'est toi qui dois faire le partage. Et donc, je vais vous montrer donc Strict, mon nouveau bébé, qui est un logiciel qui nous permet d'exporter toutes les informations de traçabilité, notamment de sécurité, et l'exporter vers des cibles diverses, vers des logiciels du réseau dédiés à la sécurité, ce qu'on appelle globalement des SIEM, vers des puits de données où on va stocker une partie importante de données, c'est ce qu'on va voir là, vers des socles, on regarde certains, hein, on en reparlera tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder Aubrac, qui est une des régions de Lozère. Mon IBMI est sur cette partition IBMI est sur Internet, donc sans pare-feu, sans protection, depuis 1 an. 2000 attaques par jour. 2000 tentatives de pénétration sous toutes ses formes par jour. Alors, notamment, j'ai mis en place ce qu'on appelle l'IDS de l'IBMI, Intrusion Detection System, et j'ai eu 15 154 attaques, vraiment avec une volonté de nuire, c'est-à-dire des paquets mal formés, des paquets TCP/IP mal formés, par exemple. Et dans l'IBMI, on a la possibilité de dire, si tu as ces paquets mal formés, tu les interceptes et puis tu me préviens. Voilà. Ça, il l'a fait 15 000 fois depuis 1 an. On divise par 300, ça fait 50 par jour, si je ne dis pas de bêtises. Et des tentatives de connexion avec un mauvais mot de passe, 633 000. Voilà. Donc, ça fait 2000 par jour. Hein. C'est des vraies données. Juste là, l'IBMI tourne toujours. J'ai eu un défaut de service, mais je vous laisse venir à l'université IBMI du 7 novembre. C'est Philippe qui m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Bon. Très bien. Tu peux faire un high de la Miss. Voilà. Bien. Alors, donc, on va aller voir les profils utilisateurs. Là, on en est au niveau des profils. Demain, on parlera des mots de passe. Demain matin, quand je parlerai des mots de passe, je vous montrerai les mots de passe. Donc, là, sur cette partition, voilà, on a les derniers événements. Donc, le 14, donc, oui, il s'est déjà passé des choses. Et donc, voilà les profils qui sont connectés. OK. Et alors, tu dois pouvoir nous lister les profils. Voilà. Alors, voici les 20 profils les plus utilisés. Vous pourrez voir le détail complet, il est là, mais voilà les 20 plus utilisés. Je trouve ça assez intéressant. C'est quoi faire, c'est quoi? L'idée, c'est de dire... L'idée, c'est de dire, ne prenez pas ces valeurs-là pour créer des profils. N'allez pas créer un profil qui s'appelle route. Il y a eu 370 000 tentatives de connexion avec le route. C'est des vrais chiffres, hein. Et bien sûr, écoute, moi j'ai mis mon IBMI, le lendemain j'avais des attaques. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est des scripts qui tentent toutes les adresses IP et puis tout un tas de connexions possibles, de protocoles possibles. Et c'est intéressant parce que, avec Strict, bien sûr, là, alors je fais du commercial pour l'événement IBMI, mais je peux le faire aussi pour mes produits, on voit toutes ces tentatives. Notamment parce qu'on a l'adresse IP source, on pourra le voir après. On a l'adresse IP source et on voit que, eh bien, il a essayé d'abord avec route, avec admin. On voit éventuellement les mots de passe. Hein, je l'ai fait pour FTP, mais on voit les mots de passe qui ont été tentés. Donc, ne prenez pas route, ne prenez pas admin. Est-ce que vous avez des profils qui s'appellent route, admin chez vous? Ne prenez pas user, test. Là, je ne suis pas sûr que des tests ne trouvent pas. Des users. Et puis après, bon, FTP user,
Là, si on cherche bien, on va en trouver. Bon, ça, c'était administrateur, ou administrateur, mais comme on est couplé à 10, on ne voit pas la suite. Voilà. www. Ne prenez pas ces noms-là comme nom de profil utilisateur. Et Dominique, pour moi, le plus dangereux, c'est Anonymous, parce qu'il y en a plein qui l'ont encore récupéré dans le NFS. Anonymous, par exemple, ou Guest. Il y en a qui ont mis Guest, il y en a qui ont mis voilà, Anonymous. Et puis, tous les comptes qui sont liés à des produits. On pourra les voir, mais Adobe, c'est un produit, MySQL, c'est un produit. Bon, W, c'est le web, mais Git, c'est un produit. Oracle, c'est un produit. Postgre, Debian, Ubuntu, on va dire que c'est des produits aussi, même si c'est des systèmes d'exploitation. Hein, donc, tous ces mots de passe un peu, non, pardon, tous ces profils, hein, tous ces profils un peu standards, il faut les éviter. De manière à ce que si jamais il y avait une attaque chez vous, il y a de grandes chances que par défaut, ils utilisent ce genre de profil. Tu pourrais nous les montrer, voilà. Donc tout ce qui est WW, donc data, root, W tout court. Les users, user 1, 2, 3, les tests, alors des différents tests. Jenkins, pareil, c'est des produits. CentOS, donc c'est une distribution Linux. Minecraft, c'est pas un jeu, ça. Bon, alors il faut leur expliquer sur l'IBLI, c'est pas la peine. Bon. Non, mais ça, c'est pour comprendre que c'est des choses automatiques qui doivent derrière. Mais il ne faudrait pas. Tu as moi j'ai un Minecraft qui tourne sur l'IBL. C'est Minecraft. Ouais, C'est Minecraft. et il y a le profil Java. voilà, Kafka par exemple, voilà, dans les produits, quoi. Hein. Alors, les prénoms, c'est plutôt des noms anglo-saxons, mais David, j'en ai un, moi. C'est un David. Hein. Ah, mais non, c'est pas lui. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe pour. C'est un niveau qu'on n'aborde pas d'habitude. Mais c'est le fait de voir ça, je me dis, maintenant, il ne faut plus utiliser n'importe quoi comme profil, parce qu'on peut donner une facilité d'accès à des attaqueurs. Tant Huawei, alors là, Huawei, ça part direct en Chine, hein, ce que vous pouvez mettre. Username, new user, je suis sûr qu'en regardant, vous avez des utilisateurs chez vous qui correspondent. C'est les dictionnaires. Bien. Je vais reprendre la main. Bon, je ne vais pas vous en montrer plus. Pardon? Les mots de passe demain matin, sinon ils ne viendront pas demain matin. Je les connais après, après la paillote et le petit déjeuner. Par contre, il faut que... Oui. Je le partager. Voilà. C'est parce que j'espérais. Ah, voilà, c'est ça. OK. Bien. Ah, donc j'ai mis quelques-uns des profils. Ah oui, avec FTP, on en avait quelques-uns en FTP aussi, mais on les verra demain, qui étaient un peu différents. Hein, les profils FTP utilisés sont pas forcément les profils utilisés pour le telnet. Alors, la partie objet et IFS. Donc, moi j'aime bien que l'utilisateur métier, il n'ait aucun droit permanent sur les objets de la base de données, par exemple. Hein. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'utilisateur, quand il est dans l'application
il a le droit de faire tout ce que l'application lui permet. On fait confiance à l'application, n'oubliez pas. Donc, tant qu'il est dans l'application métier, il a le droit de faire tout ce que l'application lui permet, et dès qu'il sort, il n'a plus aucun droit. Ça, c'est l'idéal. Mais du coup, attention, pour les utilisateurs qui ont le droit de faire de l'ODVC ou du JDVC en direct pour interroger, pour faire du reporting ou ce genre de choses. Mais normalement, c'est une faible population chez vous. Et on va pouvoir régler ça par la notion de profil de groupe. On l'évoquera demain soir. Donc, par défaut, l'utilisateur, quand il travaille, c'est-à-dire quand il est dans son logiciel métier, il faut qu'il fasse tout ce que l'application lui permet, et dès qu'il sort, il n'a plus aucun droit. Et là, on est bien. Ça évite qu'il aille lire le fichier client, qu'il redescende tout ça dans Excel, et qu'il vous donne sa démission le lendemain, et qu'il parte à la concurrence avec le fichier client, ou le fichier tarif. Ou qu'il redescende des données à caractère personnel, contraintes par le RGPD, et ça serait embêtant pour vous si jamais il y avait une fuite de ces données à caractère personnel parce que vous êtes a priori responsable. Au moins, vous puissiez prouver, bien sûr, qu'il a fait une faute. Si jamais c'était le cas, c'est-à-dire si jamais vous lui donniez des accès permanents, par exemple en lecture, parce que c'est un commissaire de compte ou je ne sais quoi et qu'il a besoin d'aller taper dans les données, ça on comprend. Mais dans ces cas-là, on lui donne un accès en lecture, il n'a pas à aller faire de modifications, on ne le met pas au l'OBJ. Moi, ces gens-là, je les vois toujours au l'OBJ sur vos machines. Non. Il a le droit de lire, c'est déjà pas mal, et on trace tout ce qu'il fait. Ce n'est pas parce qu'il est commissaire au compte qu'il ne faut pas tracer ce qu'il fait. Et on a notamment la possibilité de travailler avec des points d'exit, et là aussi Guy pourrait nous en parler longuement, des points d'exit qui nous permettent soit d'autoriser ou d'interdire certains accès, et bien sûr de les tracer. Alors les droits sur les objets, alors là j'ai pris l'écran vert, peu importe. Vous avez la commande de base, DT obligé à l'UALT qui nous permet de faire des modifications. Et on va voir ici différents types de droits. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez ici des droits qui sont dits privés. C'est des droits pour un profil en particulier. Idéalement, ça peut être un profil de groupe, ce qui confère ces droits à toutes les personnes qui appartiennent à ce groupe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des droits privés. Alors en général, il y a le propriétaire qui a un droit privé étoileux. Ce n'est pas obligé, mais c'est ce qu'on trouve en général. Un propriétaire, c'est normal qu'il ait a priori les droits étoileux sur l'objet. Ici, étoile use, c'est un droit, on va dire, de lecture. Ici, c'est un droit de modification des données, mais on ne peut pas supprimer l'objet. Et il y a un autre type de droit, c'est ce qu'on appelle les droits publics. C'est tous les autres. Tous ceux qui n'ont pas des droits privés, quels droits ont-ils? Eh bien, ils ont le droit qui est indiqué ici. Par défaut, les droits publics des objets, surtout de la base de données, ça devrait être étoile exclude. Pour les programmes, on peut discuter, on peut mettre un étoile use selon des contextes, c'est-à-dire que tout le monde peut utiliser les programmes à condition qu'on fasse confiance au programme pour rejeter les personnes qui ne seraient pas autorisées. Pourquoi pas? Mais au moins au niveau de la base de données, pour moi, principe de base, j'interdis. Puis après, on peut négocier pour quelques profils qui ont des droits privés derrière. Alors, en sachant que nos 10 000 objets, on ne va pas leur donner 10, 20, 30 droits privés. On va utiliser une liste d'autorisation. C'est un objet qui va en fait récupérer tous ces droits qui sont ici dans un objet et qui va appliquer ces droits à un ensemble d'objets qui sont protégés par cette liste d'autorisation. En une commande, on peut protéger les 10 000 fichiers qui sont dans une bibliothèque. Donc c'est hyper vite fait. Bon, et pour peu que vous ayez un public étoile exclu, il n'y a plus personne qui peut travailler, mais ça après c'est une autre histoire. Et peut-être de se connecter
aussi, Dominique. Pardon? T'as encore quelqu'un? Bien, voilà. Parfait. Donc, voilà les droits privés, les droits publics. Merci. Oui, bah oui, mais je suis payé pour ça, il paraît. C'est bon? Donc, les listes d'autorisation. Voilà les fameuses listes d'autorisation. Et vous voyez que ça ressemble furieusement à ce qu'on avait tout à l'heure, hein, au niveau des droits publics, et des droits privés et des droits publics. Donc, l'intérêt, c'est que tous les objets qui sont protégés par cette liste d'autorisation, eh bien, ils vont avoir ces droits privés et ces droits publics si on l'a mis dans la configuration. Moi, j'aime bien travailler au niveau de la bibliothèque. D'ailleurs, tous les fichiers de la bibliothèque, je les protège de cette manière. On peut toujours faire une verrue à droite ou à gauche, à condition d'être capable de la gérer. Mais travailler au niveau de la bibliothèque, c'est bien. Et en une commande, ou disons en deux commandes, la première commande va appliquer tous les droits privés, la deuxième va appliquer les droits publics. En deux commandes, vous protégez tous les objets d'une bibliothèque. Alors, comment se passe la recherche de droit? Comme que je regarde au niveau de l'emploi du temps. Alors, schématiquement, on regarde d'abord le profil. Si on n'a pas suffisamment de droits, on va regarder les groupes, hein, les groupes auxquels appartient ce profil. Il peut y avoir jusqu'à 16 groupes. Hein. Et si on n'a toujours pas les droits, en regardant à la fois le profil et les groupes, on va aller regarder les droits publics de l'objet. Donc, ils sont soit dans l'objet, soit dans les autorisations. Et si ça ne marche pas, on va aller utiliser la fameuse adoption de droit dont je parlerai un petit peu plus loin, rapidement. Alors, si on devait faire ça de manière un peu plus détaillée, voilà ce que j'ai compris. Première chose, si vous êtes au LOBJ, il n'y a pas de discussion. Vous êtes accepté tout de suite quand vous voulez accéder à un objet. Alors, en termes de performance, il n'y a pas mieux. Hein, si vous voulez améliorer les performances du DBMI, vous mettez tout le monde au l'OBJ. Bon, on aura d'autres moyens pour améliorer les performances, alors on ne va pas mettre tout le monde au l'OBJ. Hein. Mais ce qui explique qu'on ne peut pas interdire un objet à quelqu'un qui est à l'OBJ, puisque le fait qu'il soit à l'OBJ, ça nous fait court-circuiter la recherche directement. Ensuite, on va regarder si dans l'objet, il y a des droits privés. S'il y a un exclude, on est refusé. On va aller regarder les droits privés dans la liste d'autorisation, s'il y a une liste d'autorisation qui protège l'objet. Si on tombe sur un exclude, on dégage. Ensuite, on va passer au niveau des groupes, hein, un peu la même chose au niveau des groupes. Si le groupe il est au l'OBJ, on sort tout de suite, etc. Et une fois qu'on a épuisé tout ça, eh bien, on va aller regarder les droits publics. Jusque-là, c'était des droits privés. Maintenant, on regarde les droits publics de l'objet ou de la liste d'autorisation. Et puis, si ça ne marche pas, eh bien, on va passer par la délégation de droit. C'est-à-dire qu'on va vérifier si le propriétaire du programme, c'est lui qui porte les droits, si la délégation de droit est en route. On va vérifier s'il a les droits nécessaires. Voilà. Donc, un petit sondage. Donc, ça, il faut attaquer le deuxième sondage. Vous prenez le fichier, le PF ou la table, hein, je ne sais pas quel est le discours que vous avez, le plus important pour vous. Le fichier client, le fichier tarif, le fichier... Et vous regardez, est-ce qu'il est protégé par une des autorisations et quels sont ses droits publics et combien il y a de droits privés qui sont définis. Au niveau de l'IFS, c'est quasiment la même chose, sauf qu'au niveau des droits sur les données, on a une autre notation qui est une notation compatible Linux Unix avec le RXW et le RWX. Sinon, on a des choses identiques
Alors, il faut avoir des droits sur tous les répertoires au-dessus, donc étoile X, pour pouvoir pénétrer tous les répertoires qui sont dessus. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour la base de données, mais c'est pareil au niveau de la bibliothèque. Si vous n'avez pas les droits sur la bibliothèque, vous ne verrez pas les objets qui sont à l'intérieur. Voilà, donc si vous voulez bien répondre au sondage sur l'IFS, alors vous pourrez le faire tranquillement d'ici demain. Si vous avez une petite insomnie cette nuit, hop, vous remplissez le sondage sur l'IFS. Et voilà, 2 mots pour la délégation de droit. L'idée, vous avez bien compris, c'est que ce sont les droits du propriétaire du programme qui vont permettre d'accéder aux données. En fait, dans le cadre de la délégation de droit, on vérifie les droits de l'utilisateur, celui qui a lancé le travail, mais normalement, il n'a pas le droit, il n'a aucun droit, donc ça ne suffit pas. Et on va ensuite chercher les droits du propriétaire du programme. Donc, si on choisit intelligemment le propriétaire du programme, notamment s'il a le droit d'accéder à la base de données, on n'aura aucun souci pour accéder à la base de données. Alors, pour ça, il faut faire confiance à l'application. Il ne faut pas qu'il y ait de ligne de commande au milieu qui traîne dans l'application. Sinon, la ligne de commande, elle va s'exécuter avec les droits du propriétaire du programme. Donc, ce n'est pas très bon. Et puis, ça ne marche pas avec l'IFS. Il faut trouver un autre principe avec l'IFS. Si on regarde la problématique, comment ça fonctionne, on a notre programme, j'ai appelé initial, et qui possède le paramètre USRPRF à owner. Ça veut dire que c'est le propriétaire du programme qui va être utilisé pour la vérification des droits. Lorsque ce programme tourne, puisqu'il est dans le cadre de la délégation de droits, c'est les droits du propriétaire du programme qui vont être utilisés et pas le droit de l'utilisateur qui a lancé l'application. Alors, mécanique intéressante, c'est que ce programme initial, il appelle un programme XX, par exemple, et il y a un deuxième paramètre qui est intéressant dans le programme, qui s'appelle useADP-AUT. Moi, j'appelle ça l'héritage. Par défaut, il est AIS. Et le fait qu'il soit AIS, ça veut dire que ce programme va utiliser la délégation de droit qui a été définie au niveau au-dessus. Donc, c'est toujours proprio qui va être vérifié, proprio étant le propriétaire du programme, le profil propriétaire du programme. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, on a une sorte de pyramide qui est faite, puisque le programme initial, il appelle plusieurs programmes, ce programme est appelant plusieurs autres programmes. Tant que j'ai un useADP-AUT-AIS, tous ces programmes appelés s'exécutent dans le cadre de la délégation de droit définie tout en haut. Donc, bien fait, c'est magique. Alors, de temps en temps, on tombe sur un useADP-AUT-NO, et auquel cas, ça coupe. Du coup, c'est les droits de l'utilisateur qui sont vérifiés. C'est plus le droit du propriétaire du programme, puisque je ne suis plus dans le cadre de la délégation de droit. Dominique, en cas de submit-job dans un... Alors, le submit-job est un nouveau programme. C'est-à-dire que ces pyramides, les pointes des pyramides, c'est le programme initial, ou tout programme qui, à un moment donné, s'exécute en interactif avec la délégation de droit, c'est les submit-jobs, c'est la touche ATTN, c'est tout nouveau travail. Un submit-job, c'est un nouveau travail. Il faut donc que le programme initial du submit-job, celui dont tu fais un call, il faut que lui, il ait un user profile owner. Si dans ton programme initial, à l'intérieur, tu as une commande qui fait un submit-job, tu es dans ton menu, tu es passé dedans, il adoptera quand même les droits? Non, le submit-job, c'est un nouveau travail. Donc, on est dans une nouvelle pointe de pyramide, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en owner, comme on dit dans notre jargon. Alors, c'est pour moi, et j'en parlerai demain soir, un des meilleurs moyens pour sécuriser un existant. C'est-à-dire qu'on hérite aujourd'hui de 30 ans de programmation sauvage, sans prise en compte de la sécurité. On hérite de milliers de profils, etc., comme je le disais tout à l'heure. C'est très difficile à mettre de la sécurité en place. Et moi, je passe systématiquement par la délégation de droit. Et demain, je vous parlerai de 2 exemples concrets que j'ai fait cette année et qui fonctionnent.
On ne citera pas le nom des clients. On s'est posé la question pendant un moment donné, on voulait faire venir les clients. Et puis on s'est dit, ben, on est en train d'indiquer toutes les failles de sécurité du client. Ils ont fait un peu la tête et puis on a vite compris. Donc, Guy et moi vous parlerons de vrais cas de sécurisation, mais sans citer le nom du client. Ou alors sous la torture, mais ça on pourra en parler. Je veux voir les conditions de la torture. Le petit déjeuner lausanais. Ouais, voilà. Bon. Juste un mot pour vous dire, on n'a parlé que de sécurité. Pour moi, la sécurité, ça concerne la configuration du système lui-même. On n'a parlé que de ça. La cybersécurité, pour moi, ça concerne plutôt des possibilités pour des personnes malveillantes de pénétrer un système connecté à un réseau par des moyens détournés. Le but de la sécurité, tel que je la définis, c'est d'essayer de rendre le travail le plus difficile possible à ces gens-là. D'accord? Donc, ils vont pouvoir utiliser les failles de sécurité ou autres. C'est pour ça qu'il nous faut d'abord un bon niveau de sécurité, et après, on va pouvoir parler de cybersécurité. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'en occuper. Hein. Notamment, attention au ransomware. Donc, j'ai fait 2 présentations l'année dernière que vous allez pouvoir retrouver. Je vais vous indiquer où. Une dans le cadre de l'université IBMI et une dans le cadre du Common. Je regarde Nathanaël, notre vénérable président, où je vous explique un peu les dangers des ransomware sur l'IBMI. Les ransomware peuvent avoir une action sur l'IBMI. Et je vous renvoie vers le blog de iGetIt qu'on vient de mettre en place. Alors, moi, je fais systématiquement remonter les alertes de sécurité sur l'IBMI dans LinkedIn. J'ai peur que ça finisse par vous agacer. Ou à agacer la communauté LinkedIn. Je suis un peu l'oiseau de mauvais augure. Oh, encore Gate qui vient nous annoncer une mauvaise nouvelle. D'accord? Donc, non, me dit Philippe, merci. Et donc, j'hésite. Alors, on a tout rassemblé dans un blog. Vous avez le lien où j'ai mis toutes mes présentations qui ont un rapport avec la sécurité, notamment dans le cadre de l'université IBMI, ce que j'évoquais tout à l'heure, dans le cadre du Commons, ce que j'évoquais tout à l'heure, et j'appelle mes collègues à faire de même s'ils sont intéressés. Voilà, hein, de venir mettre des documents à ce niveau-là, des articles. On a même un forum, mais pour un forum, il faut qu'il y ait des gens qui posent des questions. Il est en place depuis 2 jours, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais lâchez-vous. Voilà, bon, j'ai débordé un peu. Je vous remercie. Un quart d'heure de pause.